investigative et donc sur nos présentations. Donc on est passé d'un vide intellectuel complet à des capacités à appréhender la réalité de ces maladies totalement différentes, et on le doit à l'essor des technologies, pas à des raisonnements a priori, pas à une idéologie. On le doit à l'implémentation d'outils nouveaux appliqués à des enfants qui restaient mystérieux. Donc, je crois qu'il faut revoir ces enfants régulièrement, et surtout ceux qui ont des formes atypiques, syndromiques et déficitaires. Ma deuxième dia, avant-dernière, et après j'ai fini, je vous libère, je crois vraiment que pour toutes ces raisons, si j'avais un enfant autiste, je souhaiterais qu'on l'explore. Qu'on l'explore, qu'on prenne en charge, comme vous le faites admirablement, mais qu'on l'explore aussi, comme le font les pédiatres et les neuropédiatres. Il n'y a pas de maladie sacrée, disait Hippocrate de l'épidémie. Je reprends à mon compte cette parole de Hippocrate. Il n'y a pas de maladie sacrée. Les enfants méritent cette exploration, on le leur doit, et je pense que c'est une façon à nous de nous incliner devant leur maladie et devant leur souffrance. Jamais, ou dans de très rares cas, dont je pourrais vous dire un mot tout à l'heure, mais c'est pas le moment, jamais, ou presque jamais, le diagnostic, lorsque j'ai été capable de le formuler, n'a été une stigmatisation. Ôtez-vous ça de l'esprit. L'idée selon laquelle ce travail que je fais pourrait être stigmatisant, il n'est pas stigmatisant pour les familles ou les patients. Il est peut-être stigmatisant pour d'autres professionnels, mais il n'est pas stigmatisant pour les gens. C'est au contraire une délivrance. Combien de fois le mot délivrance revient dans la bouche de ces parents? Donc ce n'est pas une stigmatisation, c'est, dans l'immense majorité des cas, une délivrance qui aide à penser et à surmonter par la pensée l'épreuve qui est. Je voudrais vous dire aussi que dans un pays tout proche du vôtre, la Hollande, ont commencé les premiers essais cliniques de médicaments dans des sous-groupes homogènes d'enfants autistes à gènes identifiés, Péten et mTOR. Les premiers essais cliniques ont été lancés en Hollande et nos collègues hollandais recrutent. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement, on n'est plus seulement dans l'observationnel, même si c'est très important, même si c'est une délivrance, même s'il y a un conseil génétique, mais les choses vont très vite, et il y a, sur la base des mécanismes de ces maladies, des essais cliniques qui ont commencé. Enfin, et je crois que c'est la chose la plus importante de cette avant-dernière diapositive pour moi, je ne voudrais pas que vous ayez le moins du monde l'impression que ce que nous avons dit, Nicolas et moi, est exclusif l'un de l'autre. Si c'est ça que vous retenez, on aura échoué lui et moi. Je crois, comme il a très bien dit, que c'est cette collaboration qui est urgente, qui est indispensable, qu'en aucune manière l'identification d'une cause génétique n'est exclusive du travail psychothérapeutique. Au contraire, ce que j'ai appris, ce que j'ai observé, c'est que ce diagnostic organique refonde des opportunités nouvelles du travail psychothérapeutique. Combien de fois mes collègues pédopsychiatres m'ont dit qu'ils ont pu travailler différemment à partir du moment où un diagnostic a été porté. Je ne vous parle pas seulement de la stratification phénotypique des groupes homogènes de patients, dont j'ai tout à l'heure un mot à Nicolas, puisque une de ses collègues lyonnaises m'aide à phénotyper des groupes homogènes d'enfants qui ont tous la même mutation. Des choses émergent de manière extraordinaire. D'ailleurs, le bruit de fond est réduit. Non, je vous parle vraiment du travail psychothérapeutique qui est fait avec ces enfants, et je voudrais vous témoigner du fait que ce diagnostic dynamise le travail psychothérapeutique et ouvre des perspectives totalement inédites, à condition de pouvoir travailler ensemble. C'est ça qui est vraiment le mot-clé, c'est la mobilisation, l'adhésion et le respect mutuel entre les professionnels. Ma dernière telle conclusion, c'est que, encore une fois, je vous demande de ne pas hésiter à explorer ces enfants au moins une fois. Il faut le faire quand les parents y sont prêts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas débarquer à la consultation de Bernard Bolz avec l'appareil de photo pour photographier l'enfant. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, mais il y a un moment qui vient où les parents, finalement, sont impatients, désireux de faire ces tests. Il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard non plus. Au moment où la maman ne peut plus avoir d'enfant, etc. Mais il y a un bon moment, et ce bon moment, finalement, c'est peut-être un tout petit peu après ces consultations hospitalières de première ligne, au moment où la maladie s'est installée. Tout ça, ça nécessite une logistique incroyablement lourde.
Ça a été extrêmement difficile pour moi, et ça l'est encore, de faire travailler des médecins et des chercheurs, des cliniciens, des biologistes, des radiologues, de coordonner tout ça. Et le tout dans des ordres du jour et des IME. Il y a un nouveau métier, qui est celui de case manager, qui consiste à coordonner avec les équipes ce travail en réseau. Ce n'est pas possible de le faire sans des case managers. C'est une coordination logistique incroyablement compliquée. C'est possible, si on le veut, c'est possible, mais c'est très compliqué. Et encore une fois, je pense qu'il faut se garder de toute représentation idéologique ou a priori ou inductive de l'autisme. Il faut se garder de dogmatisme. Il faut en finir avec la diabolisation mutuelle, de nous par vous ou de vous par nous. C'est totalement stérile, c'est absolument pas intéressant. Et je crois qu'au contraire, à la fin de la journée, il n'est pas impossible du tout que des mécanismes tout à fait différents, je l'ai dit, génétiques, immunologiques ou même psychodynamiques, par le biais des concourent finalement à une même conséquence. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Munich. Alors, je sais qu'à midi, on doit souvent partir, mais je vous propose, parce qu'on a eu deux, je veux dire que ce cycle de séminaire qui était pas toujours simple à organiser, mais je me disais déjà ça la dernière fois, mais je me le redis ce matin, nous donne énormément d'éléments à penser avec des interactions duelles entre les orateurs qui sont réussies, même si on ne les avait pas anticipées, mais on avait essayé de se les représenter. Je veux dire que j'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que c'est un plaisir partagé par ces deux remarquables conférences. Je vais les inviter à se mettre à la table, peut-être aussi avec Isabelle, Gianfranco, pour ouvrir la discussion. Je ne sais pas si Nicolas va en faire un commentaire sur la conférence d'Alma. Commentaire, pardon, remercier Arnaud Munich et faire un petit commentaire parce qu'effectivement, moi je dis très souvent que toutes les pratiques sociales sont des pratiques de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on travaille indirectement sur l'expression des gènes et qu'on ne le sait pas, mais qu'on a quand même un savoir empirique de ça, qui demande à être élucidé, qu'on sait un peu ce qui marche plus ou moins bien, mais qu'on est un peu comme les agriculteurs ou les éleveurs qui, sans le savoir, faisaient de la génétique en sélectionnant les espèces bien avant qu'on sache comment ça marchait, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des pratiques empiriques qui sont en attente de leur élucidation et qu'on peut attendre d'une forme d'élucidation, disons d'une forme d'intelligibilité accrue, que ça les booste littéralement et que ça les fasse progresser de manière massive. Je crois que la psychiatrie est encore ancrée dans un champ de pratiques empiriques où finalement, déjà, si on faisait des évaluations de nos pratiques, on serait beaucoup plus avancé et on pourrait déjà, avant de savoir comment ça marche, savoir si c'est objectivement efficace, ça serait important pour ensuite de comprendre comment ça marche. Et je rajouterais peut-être deux choses. Alors moi j'ai deux modèles en tête. Un, c'est ce que j'appelle le modèle de l'iceberg en psychiatrie. Ça veut dire qu'on voit que la partie qui dépasse et qu'on ne voit pas tout ce qui est dessous. On a découvert l'implication du cerveau et du biologique en psychiatrie à partir des quelques pathologies qui étaient des icebergs. On voyait quelque chose qui dépassait du fonctionnement cérébral. On a cru qu'il n'y avait que là que le cerveau était impliqué. C'est ce qu'on appelait les confins neuropsychiatriques. Et aujourd'hui, on découvre que partout sous la surface comportementale, le cerveau est partout. C'est-à-dire que tout est cérébral en même temps que psychologique et comportemental. Donc on est passé d'une simple vision type iceberg à une compréhension de ce qui est universellement biologique et cérébral en même temps que psychologique et comportemental. Eh bien c'est la même chose pour la génétique, c'est-à-dire qu'on a quelques pathologies iceberg où on voit clairement la génétique et les corrélats comportementaux, mais que très probablement ce qui va se produire, c'est la même chose que ce qui s'est passé pour le cérébral et le biologique, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'une dimension génétique qui ne sera pas impliquée tout le temps et partout, et qu'on est juste à l'époque où on voit les points où ça dépasse, et qu'on a sans doute à se projeter dans un avenir où en fait ça devient alors quelque chose de dimensionnel et d'universel. Alors l'autre chose, c'est concernant l'environnement,
j'ai une autre image en tête, c'est que dans l'environnement, peut-être que ce que nous, les psys, apportons, psychologues et psychiatres, c'est ce que j'appelle l'environnement interne. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'humain avec sa conscience réflexive et son imaginaire extrêmement riche, c'est qu'il vit en permanence dans deux mondes. Il vit dans le monde réel, environnemental, des événements, des faits, celui d'ailleurs auquel les autistes sont tellement attachés, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Et en même temps, on a un monde interne, imaginaire, qui déclenche autant d'émotions d'ailleurs que le monde externe, et qui a la même densité. D'ailleurs, nous rêvons, et non seulement nous rêvons, mais nous imaginons, nous construisons des représentations virtuelles du monde en permanence. Et notre conscience est toujours à l'entrecroisement de ce monde interne, qui est celui aussi de la créativité, qui est aussi celui qui produit la science, qui est celui des arts, qui est celui de l'imaginaire, des représentations que nous faisons du monde, et puis le monde externe dans lequel nous vivons. Et peut-être que là, la question de l'environnement, et là je reviens à l'épigénèse, mais c'est une question que je voudrais poser en œuvre unique, elle est en quelque sorte multipliée par ce double environnement dans lequel nous vivons, un monde qui nous occupe et un monde dans lequel nous sommes, un monde que nous construisons et un monde que nous subissons en quelque sorte. Et est-ce que ce n'est pas aussi à la fois un moteur développemental extrêmement puissant qui explique à quel point ce qui se passe dans notre vie prend une importance massive parce que ça se réplique dans notre imaginaire et dans la représentation que nous faisons nous-mêmes. Peut-être que là, il y a une spécificité de l'humain dans l'épigénèse qui est due à ce que j'appellerais, oui, ce double environnement. Enfin, ça, c'est une idée simplement. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur les deux points. D'abord sur l'histoire de l'iceberg. Ce que vous constatez, ce dont vous prenez connaissance ici, c'est quelque chose qui est vrai dans tout le champ de la médecine. C'est-à-dire qu'on avance ici à l'occasion de ce que les Américains appellent extreme phenotypes, des phénotypes extrêmes, sur des situations extrêmes. Ce n'est pas du tout inhabituel de progresser pour les maladies communes à l'aune des formes exceptionnelles. Au contraire, il y a de multiples exemples, et ce qui fait l'intérêt d'ailleurs de ces phénotypes extrêmes, c'est que ce sont des cibles pour des conditions beaucoup plus fréquentes. Donc la théorie de l'iceberg est tout à fait pertinente aujourd'hui, puisque effectivement on avance en accrochant des formes extrêmes, mais elles ne sont pas pour autant inintéressantes, car elles vont jeter la lumière sur des mécanismes beaucoup plus communs. Deuxième point, concernant l'épigénèse, l'épigénétique. Alors j'attire votre attention, c'est que les deux mots ne sont pas équivalents. Épigénétique et épigénèse, ce n'est pas la même chose. L'épigénèse, c'est une théorie de l'évolution, du développement de l'embryon. L'épigénétique, c'est tout à fait autre chose, pas la peine de parler d'épigénèse, mais l'épigénétique, c'est le seul mot qu'il faut utiliser, c'est les modifications de l'environnement chromatinien des gènes, et cette épigénétique, effectivement, elle est probablement très prometteuse dans la part de pathologie autistique non expliquée par ce que j'ai présenté aujourd'hui. C'est tout à fait clair qu'il y a une part importante de réserve inexplorée de scénarios explicatifs possibles. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que tu parlais tout à l'heure de l'évaluation, de la nécessité pour vous d'évaluer vos pratiques. On vous demandera toujours d'évaluer vos hypothèses. Et pourquoi on n'arrive pas à imposer des théories épigénétiques dans l'autisme? C'est justement parce qu'elles restent théoriques. Et que aucun d'entre nous, je n'accuse personne, je me mets dans le paquet, aucun d'entre nous ne parvient aujourd'hui à tester les hypothèses épigénétiques. Donc tout le monde en parle dans les congrès, dans les salons, dans les dîners en ville, mais pour nous, c'est du vent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est du vent. Ça reste des paroles verbales, comme on dit en français, tant que ces hypothèses ne sont pas soumises à l'épreuve des faits. Méthode Claude Bernard, c'est la méthode expérimentale. Vous avez le droit et même le devoir de tout imaginer, mais à un moment, il faut tester ce que vous imaginez et soumettre à l'épreuve des faits. C'est ce que tu as fait tes vœux avec la question de l'évaluation. Donc je crois que vraiment, il y a une réserve incroyable, j'ai d'autres parenthèses, il y a une réserve incroyable de scénarios explicatifs autour des anomalies épigénétiques de ces enfants, à preuve
l'impact de la prématurité, l'impact de la PMA, l'impact de les médicaments, tout ça, ça parle pour des anomalies épigénétiques, parce qu'on connaît des anomalies épigénétiques d'autres natures après la prématurité ou après la PMA. Je pense au Woodman-Beckwith, je pense au Prader-Willi, Angelman, tout ça. On pense à beaucoup d'anomalies épigénétiques qui surviennent chez des enfants prématurés ou nés par PMA. Donc l'hypothèse selon laquelle l'épigénétique va occuper l'espace restant est très solide. L'hypothèse est solide, mais c'est les résultats qui ne sont pas. C'est l'épreuve expérimentale des faits qu'il faut fournir, et c'est là qu'on va avoir besoin, je pense, d'outils nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, pour tester une hypothèse épigénétique, il faut prendre le tissu biologique et tester l'expression des gènes. Vous n'allez pas faire des biopsies de cerveau à vos enfants autistes pour tester une hypothèse épigénétique. Donc vous serez tributaire, dans votre génération, les jeunes, de quoi, comme disait Sidney Brenner, vous serez tributaire de l'essor des technologies. Et finalement, celle ou celui qui fera le plus pour les théories épigénétiques de l'autisme ne sera peut-être pas un pédopsychiatre, ni un généticien, ni un agriculteur. Ça sera encore peut-être un radiologue. Vous n'en savez rien. Donc les bonnes nouvelles en sciences ne viennent jamais de là où on les attend. Heureusement. Il y a la table, je ne sais pas comment vous voulez organiser. Il y a au niveau des deux textes, Razana travaille à l'unité d'intervention précoce et Jeanne Franco à l'unité ressources autisme. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières à ça. Merci beaucoup aux deux orateurs d'avoir fait cet exposé tout à fait complémentaire et passionnant, qui ouvrait des tas de questions d'ailleurs, en tout cas pour moi. Je voulais vous demander plus particulièrement, M. Billy, une question qui, moi, m'a toujours préoccupée, m'occupant de l'autisme depuis quelques années, et très adhérente au modèle de l'espèce. Je voulais savoir si vous aviez la notion d'un lien avec le développement de l'autisme ou la genèse de l'autisme, je ne sais pas très bien, et un aspect racial. Il se fait que dans ma clinique, j'avais l'impression il y a 10 ans qu'il y avait plus d'enfants des populations d'Afrique noire parmi la population que je voyais qui était atteinte d'autisme. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. À ce moment-là, j'avais mis un jeune sur la recherche de la littérature. On avait rien trouvé. On en avait parlé aux généticiens de l'Université de Bruxelles qui n'avaient pas cette notion non plus. Je voulais savoir si ça se concrétisait ou si c'était une idée fausse, intuitive. Je sais que c'est une hypothèse qui doit être corroborée par des recherches. Bon, c'est une question extrêmement intéressante. Je ne suis pas en mesure de répondre, bien sûr. C'est vrai que je vois beaucoup d'enfants noirs dans l'occasion des visites ou des consultations, c'est vrai. Maintenant, dire si c'est significativement différent de la population générale, je suis incapable. Mais j'aime bien votre observation, madame, parce que ça m'évoque justement d'autres scénarios où pendant longtemps on a méconnu cet aspect. Je pense par exemple à la prédisposition génétique aux maladies infectieuses. La prédisposition génétique aux maladies infectieuses, quand j'étais étudiant, on m'expliquait que les Blacks avaient du tuberculose parce qu'ils étaient mal nourris, parce qu'ils ne prenaient pas leurs médicaments, parce qu'ils étaient mal nourris. On avait ça, une précarité. C'était les théories sociales et sociétales qui remontent toujours quand on ne comprend rien. Regardez l'histoire de la science, c'est toujours des histoires sociales et sociétales. Mais derrière celle-là, il y a eu justement des travaux extrêmement intéressants qui montraient vraiment une prédisposition génétique aux maladies infectieuses dans certaines ethnies d'Afrique de l'Ouest. Des mutations, soit causales ou des allèles hypomorphes pour de l'interféron gamma ou le récepteur d'interféron. On s'est aperçu maintenant qu'il ne s'agissait nullement d'un phénomène social ou sociétal, mais d'une prédisposition génétique à des maladies infectieuses, qu'il s'agit de la tuberculose, de la lèpre ou d'autres
même pour ces raisons-là, je trouve que votre observation mérite d'être testée, d'être prise en considération. Et je lirai les 2 points, c'est théorie de l'iceberg plus population noire. Je crois qu'il faudrait identifier les phénotypes extrêmes dans la population noire qui vont faire émerger, après avoir fait bilan standard et bilan avancé, dans le cadre du séquençage systématique du gène de ces enfants, quel peut être le facteur qui va mettre de la lumière là-dessus. Oui, alors pour la drépanocytose, c'est une situation qui est stéréotypée parce que c'est une seule mutation et un seul gène. Mais il y a d'autres gènes et d'autres variations dans ces gènes qui peuvent être responsables d'une prédisposition à certaines maladies. Il faut les explorer et je trouve que cette observation mérite merci parce que c'est une observation utile. Et ça reste le cas, et dans les réunions avec le Centre de ressources autisme de l'UCL, parce que la Belgique a aussi un passé colonial en Afrique noire important, donc ce qui explique ces populations. Il y a clairement une surreprésentation d'enfants d'Afrique noire dans notre centre de ressources autisme. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, Guillaume, le généticien, a envie d'intervenir. Donc, par rapport à cette hypothèse qui avait déjà été évoquée, et c'est un complément, je crois, par rapport à l'épigénétique, parce qu'au cours, les pédopsychiatres me disaient l'épigénétique. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse du professeur Munich. Il y a à New York certains qui ont déjà étudié la méthylation dans les cas syndromiques et des cas avec déficience intellectuelle. Ils trouvent environ 5% d'épimutation. Pour l'instant, c'est leur chiffre qu'ils ont. Donc, on aurait 25-40% de causes génétiques monogéniques qu'on peut trouver, qui sont les chiffres que vous avez donnés. 5% d'épimutation. Ce qui est peut-être probable aussi à envisager, c'est ce qu'on appelle la génétique commune ou génétique polygénique. Donc, c'est pas dû à une mutation, mais dû à une accumulation de mutations. Et pour l'Afrique noire, on sait qu'ils ont une progénie génome a montré qu'ils ont vraiment une augmentation très forte du nombre d'allèles rares, beaucoup plus que toutes les autres populations, les 5 autres continents, pour faire simple. Et donc peut-être qu'il y a là une piste à chercher dans la structure génétique du continent africain, qui est historiquement, avant la migration vers le Moyen-Orient et vers l'Asie. Donc ça, c'est une des hypothèses aussi pour peut-être répondre à l'observation de l'objectif. Est-ce que je peux faire un commentaire là? Parce que je ne voudrais pas que l'auditoire s'imagine qu'une anomalie épigénétique a été trouvée dans 5% des enfants autistes. Parce que c'est Pas autiste, syndromique et déficience intellectuelle. Mais sur quel matériel ça a été fait? Sur le micro-array lumineux, un couchage, c'est publié, qui est là dans le journal de l'Union. Mais tu sais bien les limites, c'est technique, pourquoi? Il faut, on est dans un forum d'échange et d'enseignement. Je voudrais que les gens comprennent, c'est qu'une modification épigénétique, c'est spécifique du tissu. Sur quel tissu sont faits ces cellules? Sur une prise de sang. Où se passe l'autisme? Dans le cerveau. Donc on n'étudie juste pas le bon organe. C'est pas vrai. C'est pas technique. C'est en fait un biomarqueur. Donc ça correspond en fait c'est une analyse. Alors, ça analyse ce qu'on appelle une épimutation, donc il y a les germinales dans ce sens-là. Et donc, je suis tout à fait d'accord, donc on a le problème, on a le même problème, ça fait des années, on sait très bien qu'on ne peut pas faire une biopsie de cerveau. Donc, techniquement, le plus logique, ça va de faire des lignées cellulaires des patients et les étudier scientifiquement, les transformer en neurones et les étudier scientifiquement. Le seul problème pour l'instant, c'est 5 000 € par lignée. Donc, et quand on n'a pas de structure faite ici, par exemple en Belgique, il y a principalement que la KUE avec une structure. Deuxièmement, l'idée des 5% d'épigmutation, l'idée c'est que c'est comme ce qu'on a trouvé ici, même si c'est une maladie avec autisme ou déficience intellectuelle, c'est-à-dire avec un symptôme du cerveau, vous l'avez trouvé en cherchant la mutation dans son sang. Si, dans la classe, j'ai... Non, il faut bien comprendre. Il y a l'épigmutation. L'épigmutation, c'est de
une présence, c'est comme l'écrit d'une main, c'est comme c'est donc Une présence dans toutes les cellules du corps d'un changement, par exemple de la méthylation, qui va par exemple fermer le geste, comme vous avez dit. Ça, c'est une inhibition. Puis, vous avez le changement épigénétique qui correspondrait peut-être plus un jour à ce qu'on appelle les mutations somatiques, qui sont aussi étudiées dans les malformations du cerveau, où elles n'apparaissent qu'au moment de la formation du cerveau, mais vous ne l'avez pas dans le reste du corps. Et peut-être on va trouver, mais on ne sait pas faire des biopsies de cerveau, on va trouver des changements épigénétiques forts, des mutations on va dire, somatiques fortes dans le cerveau. Peut-être qu'il y aura des changements, et il faut aussi comprendre aussi qu'il y a une épigénétique qui peut être différente, comme vous avez dit, sur le développement du cerveau au cours du temps, parce qu'on a une mutation ou une accumulation de petits variants qui nous mettent à risque lors du développement du cerveau d'avoir une des étapes qui ne fonctionne pas bien, et la suite en cascade fonctionne moins en moins bien, et alors vous pourriez avoir un effet épigénétique uniquement dans le cerveau qui provient peut-être d'une cause génétique que nous, on pourra un jour chercher, mais comme vous avez dit, tout à fait exactement, le problème c'est qu'on ne saura pas aller facilement étudier l'épigénétique du cerveau. Et donc là, c'est vraiment une différence entre les épimutations et l'épigénétique tissulaire. Là, en fait, c'est vraiment une approche de biomarqueur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le sang, l'ADN, et ils ont étudié les méthylations sur l'entièreté de l'ADN. Ils ont fait des percentiles de méthylation de l'entièreté de l'ADN, et ils ont vu dans 5% des cas que, à vraiment un endroit particulier, exactement comme le CGHRE, à un endroit particulier du génome, vous avez beaucoup trop de méthylation ou beaucoup trop de méthylation. C'est ça qu'on appelle une épigénétation. C'est bien, donc vous êtes d'accord, ça nous rassure. Parce que nous, il faut comprendre la génétique, donc il faut que vous fassiez semblant d'être d'accord, comme nous, on fait semblant d'être d'accord, pour que vous croyez à la psychiatrie. Bloc contre bloc. Mais est-ce que ça renvoie à la question qu'on va repousser? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je l'ai peut-être mal exprimé, le cerveau, c'est un organe, on vient de le dire. C'est pas un organe comme les autres, parce qu'il fabrique des représentations qui elles-mêmes constituent une réalité. Alors, je ne veux pas être existentialiste au sens sartrien, mais il y a quand même quelque chose qui fait que le cerveau fabrique une néo-réalité à laquelle il croit par la conscience. Ça, c'est quand même très particulier, et qu'il est donc en quelque sorte rattrapé par son propre fonctionnement dans une sorte de boucle réflexive absolument sans fin et exponentielle. Je veux dire, nous, c'est notre métier, quand on voit quelqu'un déprimé, il y a des tas de raisons d'être déprimé, mais il a aussi installé dans sa tête une représentation de lui comme déprimé, et c'est en agissant sur cette représentation de lui comme déprimé qu'on va sortir de sa dépression, à la fois par des sérotonines énergiques qui ont cet effet, et par une écoute bienveillante qu'on va appeler psychothérapie. On voit actuellement que l'ensemble des psychothérapies, partagent toutes des facteurs non spécifiques, 2, qu'il y a un écart théorico-pratique qui fait que les gens ne savent pas ce qu'ils font et racontent autre chose sur ce qu'ils font que ce qu'ils font réellement. 3, que globalement, le ressort de toutes les psychothérapies, c'est la bienveillance, la présence, la confiance et un comportement de parents à peu près adéquat. Donc c'est pas très compliqué. À partir de là, moi je me fiche de savoir si les gens payent une cotisation à une société ou à une autre. C'est ça, la base de notre travail. Et il faut être très humble, parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'on fait, mais empiriquement, on voit bien que quand on se comporte d'une certaine manière, ça marche un peu mieux, et quand on fait des grosses erreurs, ça ne marche pas du tout, et les gens ne reviennent plus nous voir. Oui, ça grave. Je rappelle que 10% des psychothérapeutes, toutes orientations théoriques confondues, sont néfastes et aggravent leurs patients. C'est le résultat de toutes les études. C'est indépendant. Et je rappelle un dernier point, ce qu'on appelle le paradoxe de l'équivalence en psychothérapie, c'est que les résultats des psychothérapeutes sont totalement indépendants de leur école, de leur technique et de leur théorie. Complètement. Une fois qu'on a dit ça, ça éclaircit un peu le débat. Et moi, quand je parlais d'épigénèse, ce n'était pas du tout pour les causes de l'autisme, c'était l'épigénétique pour comprendre le mécanisme de nos pratiques. D'ailleurs, c'est la même chose pour la pédagogie ou pour l'éducation. Je pense qu'on en aura besoin pour comprendre ce qui marche, où ça marche. On voulait faire une étude sur psychothérapie psychanalytique et méthylation, déméthylation, pour voir si on arrivait à trouver les corrélats. J'y connais rien, donc je vais poser la question. On m'a dit c'est trop compliqué. C'est tout à fait facile, mais le problème